Nous l'avons vu dans l'épisode précédent, les tokamaks forment le fer de lance dans la recherche et le développement de réacteurs à fusion nucléaire. Cependant, nous avons aussi vu qu'il était nécessaire de générer un courant plasma en continu, ce qui est très difficile à faire aujourd'hui. De plus, ces machines sont sujettes à des instabilités magnéto-hydrodynamiques que l'on appelle disruptions et qui pourraient être catastrophiques pour des grands réacteurs. Cependant, est-il possible de partir d'un système similaire tout en évitant ces incertitudes techniques ? La solution pourrait bien être les stellarators. Après la Seconde Guerre mondiale, le physicien autrichien Ronald Richter s'installe en Argentine et convainc le président Juan Domingo Perón de financer un nouveau concept de réacteur à fusion nucléaire. En 1951, le premier thermotron est complété et le chef de l'État annonce le succès de son projet à la presse mondiale. Cette machine repose sur l'utilisation d'ondes sonores afin de comprimer et chauffer un arc électrique permettant la fusion nucléaire. L'annonce a fait le tour du monde, mais les physiciens restent sceptiques. Lorsque l'article arrive aux États-Unis, il tombe sous les mains de l'astrophysicien Lyman Spitzer, qui travaillait à cette époque à l'université de Princeton sur la conception de la bombe H. Il fut tout de suite convaincu que le design de Richter ne pouvait pas fonctionner, car le système n'était pas en mesure de donner suffisamment d'énergie au gaz et d'entamer la réaction de fusion. Cependant, c'est cet article qui permet à Spitzer de se désintéresser du programme militaire américain et de se dédier à plein temps au design d'un réacteur à fusion nucléaire. En 1952, le premier stellaраtor, nommé Model A, est finalisé. La machine a commencé ses opérations au début de 1953 et a clairement démontré un meilleur confinement par rapport au Thor simple. Il devient un concept de réacteur prometteur et est continuellement amélioré jusqu'à la finalisation du Model C en 1961. Cependant, les performances ne sont pas au rendez-vous. Les particules dérivent bien plus vite que ce qui avait été prédit par la théorie, et il était devenu clair que ces machines ne seront pas capables de produire de la fusion à grande échelle. Les tokamaks soviétiques, bien plus prometteurs, passent sur le devant de la scène, et le concept du stellaраtor est lentement abandonné. Après plusieurs décennies passées dans l'ombre, les progrès scientifiques ont fait renaître l'intérêt des stellarators. En effet, alors que les tokamaks deviennent plus gros et plus puissants, les difficultés liées au courant plasma, nécessaires à leur fonctionnement, deviennent de plus en plus difficiles à affronter. L'absence de courant interne dans les stellarators élimine ces problèmes, ce qui signifie qu'ils pourraient être plus stables dans des conditions de fonctionnement similaires. De plus, grâce au progrès dans la conception assistée par ordinateur et dans la fabrication de bobines complexes, on est devenu capable de réduire la dérive des particules qui nous posaient problème précédemment. C'est alors que les années 90 voient l'apparition de nouveaux stellarators à travers le globe, comme le LHD au Japon, le HSX aux États-Unis, et en 2015, l'Allemagne met en opération le Wendelstein 7X, projet majeur qui a permis de prouver qu'un stellarator pouvait être capable de fournir de l'énergie à grande échelle. Le fonctionnement du stellarator repose sur les mêmes bases que celui du tokamak. Il passe par le confinement magnétique, le chauffage et le transport d'impuretés. Ces deux derniers points sont quasiment identiques pour les stellarators et pour les tokamaks. Les stellarators vont eux aussi utiliser des ondes radiofréquences et des injecteurs de neutres pour chauffer le plasma. Aussi,
Des divertors sont placés à des endroits stratégiques de la paroi pour concentrer le flux de chaleur et recycler les impuretés. Je ne reparlerai donc pas de ces points qui ont déjà été traités dans la vidéo précédente, mais je vous invite à aller la regarder si cela n'est pas déjà fait. Il est cependant intéressant de comprendre comment les stellarators parviennent à confiner le plasma, car plusieurs voies sont possibles, ce qui a donné naissance à toute une zoologie de machines complexes. Vous le savez maintenant, une géométrie toroïdale simple n'est pas suffisante pour confiner le plasma, car les particules sont éjectées vers l'extérieur de la courbure. L'idée de Spitzer a été de modifier la géométrie du champ magnétique en formant un 8. Les particules qui seront initialement éjectées vers un côté lors de la première courbure seront ramenées vers le centre de la chambre lors d'une demi-période. On appelle ce type de réacteur un stellarator spatial. Cette configuration est aujourd'hui abandonnée, mais a donné naissance à d'autres modèles. L'héliac est un type de stellarator où le plasma suit un axe magnétique hélicoïdal au lieu d'un anneau comme dans un tokamak. Ce design a l'avantage d'utiliser des bobines simples placées de telle façon à produire ce champ torsadé. 2 héliacs sont actuellement en opération dans le monde, le H1NF en Australie et le TJ2 en Espagne. Un héliotron utilise des bobines hélicoïdales afin de générer la transformation rotationnelle. Cependant, ces bobines créent un champ vertical net qui doit être compensé par des bobines poloïdales. Des bobines de champ toroïdal peuvent également être utilisées pour contrôler les caractéristiques de surface magnétique. Le LHD, au Japon, deuxième plus gros stellarator au monde, utilise cette configuration. L'Hélias est probablement le type de stellarator le plus complexe à ce jour. Il utilise des bobines optimisées afin de limiter le courant plasma, d'augmenter la densité, la stabilité, le temps de confinement, etc. Ces bobines modulaires non planes sont obtenues grâce à des simulations réalisées sur des superordinateurs. Le Wendelstein 7X, en Allemagne, est le plus grand stellarator du monde, avec des bobines supraconductrices de plus de 6 tonnes. Vous me voyez ici à côté de l'une de ces bobines, photo prise lors d'un stage que j'ai eu l'occasion de réaliser sur ce réacteur. Il a pour objectif d'évaluer les principaux composants d'un futur réacteur à fusion nucléaire, faisant de lui le concept le plus prometteur pour ce type de technologie. Il existe enfin des concepts de réacteurs très créatifs comme les notatrons. Dans ces machines, l'axe magnétique est emmêlé. Ce nœud améliorerait la transformation rotationnelle du plasma, c'est-à-dire le phénomène qui permet de limiter la séparation de charge. Cependant, aujourd'hui, rien ne confirme que ce soit le cas. Leur étude est très récente et aucun prototype n'a encore vu le jour, notamment à cause de leur complexité. Ils ne sont pour l'instant que des curiosités théoriques, méritant une étude plus approfondie afin d'explorer ses propriétés. Vous l'aurez compris, les stellarators offrent un fonctionnement similaire au tokamak et permettent des décharges de plasma de longue durée. Cette proximité permet de profiter de l'expérience acquise par les tokamaks, notamment pour le développement de systèmes de chauffage, l'étude d'instabilité magnéto-hydrodynamique ou encore la science des matériaux. Cependant, les stellarators ne nécessitent pas de courant plasma, les rendant intrinsèquement plus stables. Ils sont alors des candidats très intéressants pour prouver la faisabilité de la fusion nucléaire comme nouvelle source d'énergie. Mais les chances pour que le premier réacteur de démonstration soit un stellarator sont minces, et ce pour plusieurs raisons. L'absence de courant plasma rend les stellarators moins performants, étant donné qu'ils ne peuvent pas se reposer sur le chauffage ohmique. Lorsqu'un courant passe dans un milieu, ce dernier chauffe par effet Joule. C'est de cette manière qu'une ampoule brille ou que votre four électrique augmente en température. Dans un tokamak, il ne s'agit pas de la méthode de chauffage principale, mais cela reste une perte de performance dommageable pour les stellarators. Ensuite, les bobines nécessaires à la création du champ magnétique sont très complexes à fabriquer. Le problème n'est pas qu'une question de coût, mais il rend surtout impossible la construction du réacteur gigantesque comme ITER version Stellarator. Notre industrie n'est tout simplement pas capable de répondre à une telle commande. L'histoire tragique du NCSX, Stellarator modulaire compact américain, en est un exemple. Le projet, qui était en construction depuis les années 90, a dû être annulé en 2008 après avoir coûté plus de 100 millions d'euros.
Les tolérances ne pouvaient tout simplement pas être respectées, et des problèmes d'alignement ont rendu l'assemblage impossible. Autre défaut, ces bobines complexes ont besoin de place, ce qui fait que les Stellarator doivent être plus grands et donc plus chers que les tokamaks pour les mêmes performances visées. En ajoutant à cela l'immaturité de la recherche dans cette voie, due au délaissement du concept pendant plusieurs décennies, la date d'arrivée d'un Stellarator en tant que réacteur de démonstration est forcément plus éloignée que pour les tokamaks. Nous sommes ici sur de la recherche de très long terme. Bien que des entreprises privées promettent de raccourcir ces délais, l'utilisation de Stellarator comme nouvelle source d'énergie arrivera probablement qu'après les tokamaks. Sachant que ces derniers n'arriveront qu'aux alentours de 2060, on peut comprendre que la recherche publique sur la fusion nucléaire peut être démoralisante. Cependant, il ne faut pas oublier que d'autres types de réacteurs vont bientôt voir le jour. Leur technologie est plus mature et leur faisabilité est bientôt démontrée. Dans le prochain épisode de Réacteurs, nous partirons à la découverte des réacteurs à fission nucléaire de 4e génération, en commençant par les réacteurs à sel fondu.